Il s'agira donc de M. Isaac Souma, je pense, voilà, Isaac Souma. Et il aura la possibilité donc de se présenter à nous tout à l'heure. Il a fait donc le camp Boiro, hein, donc je suppose qu'il a déjà dépassé peut-être la quarantaine, cinquantaine, peut-être soixantaine. Alors, il nous le dira tout à l'heure. Bonsoir, M. Isaac Souma, comment allez-vous? Oui, bonsoir, Monsieur Jacques Roger. Bon, je m'excuse, je ne connais pas toutes ces personnes qui sont aujourd'hui à cette radio. Je ne connais que vous autres qui m'aviez contacté et je sais que vous vous appelez Jacques Roger. Mais si Dieu faisait que l'on se rencontre quelque part dans la rue, je ne pourrais pas savoir que c'est vous, tout bien comme vous ne pouvez pas savoir que c'est moi. Je m'appelle Marie-Jacques Souma. Je suis guinéen et originaire de la région administrative de Bofa. Et je suis du village de Koundindi dans le Kolisoko. Voilà. Ça, c'est moi. C'est ma présentation. Et aujourd'hui, je me trouve aux États-Unis, dans l'État de Columbus, Ohio. Et je suis là déjà depuis 14 ans. Et voilà ma présentation brève pour vous dire que qui je suis. Et j'ai été pilote de MiG en République de Guinée. Je fais partie des premières personnes, des toutes premières personnes qui ont été formées en Union soviétique de 1960 à 1963 pour ma première formation. Puis je suis allé en 1966 pour faire une reprise de main, je le dirais, parce que l'on est resté pendant 3 ans sans piloter les MiG. Et au moment donc où la Guinée a eu à payer ses avions, il a fallu que l'on retourne encore en Union soviétique pour faire une reprise de main. Et moi, je suis reparti en 1967 pour faire une formation de pilote instructeur. Et voilà brièvement qui je suis et ma présentation vis-à-vis de vous autres qui m'écoutez maintenant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Souma. Vous aviez dit que la Guinée avait acheté des MiG. Dans ce temps, la Guinée avait combien de MiG? Et à quoi servaient ces MiG? C'était pour défendre la Guinée? Bien sûr, hein, c'est bien ça. Les premiers MiG sont arrivés en Guinée pendant que nous étions en Union soviétique en 1966. Donc les premiers MiG sont arrivés en Guinée en 1966, mais il n'y avait pas tellement. Et vous savez, ces avions coûtent un peu cher. Et je sais que la Russie a beaucoup aidé la Guinée dans le domaine aéronautique. Je ne sais pas comment Sékou Touré, le gouvernement guinéen à l'époque, a négocié avec l'Union soviétique. Je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Est-ce que la Guinée avait payé cash ses avions? Oui ou non, je ne sais pas. Est-ce que ça a été un don de l'Union soviétique pour la Guinée, pour que la Guinée reste en commun accord dans le domaine militaire avec l'Union soviétique? Je ne sais pas. Je sais tout simplement qu'il y avait les MiG. Et puis après, en 1973, 74, je crois, 74, 75, au moment où on devrait avoir les MiG 21, moi, c'est en ce moment que je suis entré au camp Boiro. Est-ce que c'est dans ce domaine, dans le même domaine, que la République de Guinée a eu à avoir les MiG 21? Je ne sais pas. Donc, je ne peux pas trop parler dans ce sens-là. Voilà. Alors, vous êtes rentré un peu donc au camp Boiro avant de revenir certainement à la première question. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement pourquoi vous êtes rentré au camp Boiro? Monsieur Jacques Roger, honnêtement parlant, celui qui vous dit qu'il est rentré en prison au camp Boiro parce qu'il est allé rentrer dans une affaire politique ou il est allé voler quelque chose, il vous a menti.
personne n'a fait quelque chose pour entrer dans cette prison-là. Les gens-là ils ont pris tout le monde, des subalternes aux gens les plus intellectuels. Ils ont rempli la prison seulement. Parce que il faut se dire que la République de Guinée, à cette époque, avait pris le chemin du marxisme-léninisme. Il faut créer une prison et remplir ces prisons-là. En les remplissant, il faut dire que c'est des prisonniers, des détenus politiques. Je vous donne un exemple terre à terre. On est allé prendre dans le Fouta vers le Mali, entre la Guinée et le Sénégal. C'est-à-dire le Mali, Yembeden, quelque chose comme ça là. On est allé prendre un enfant là-bas qui avait son sac d'école. Je vous donne un exemple qui s'appelle, disons, Bangoura Momodoba. Et entre-temps, les gens quittent Conakry pour aller chercher Souma Suleiman. Que de chercher Souma Suleiman, on va prendre un enfant qui revient de l'école et qui s'appelle Bangoura Momodoba. Est-ce que Souma Suleiman est égal à Bangoura Momodoba? Les deux noms ne sont pas les mêmes. Les deux prénoms ne sont pas les mêmes. On va prendre un enfant qui vient de l'école primaire, un écolier, l'école primaire. Peut-être qu'il était de la 2e année ou de la 3e année. Je ne pense pas qu'il ait dépassé la 3e année. C'est-à-dire qu'un enfant qui n'a même pas ses 10 ans d'âge. On le prend là-bas pour le mettre en prison au Cambouaro. Qu'est-ce qu'un enfant de cet âge-là peut faire dans la politique? Est-ce qu'il connaît même ce que cela veut dire, le mot politique? Cet enfant a grandi dans la prison au bloc à Boiro. Moi, je l'ai trouvé là-bas en 1974. Alors, vous voyez, ça, c'est un exemple terre à terre. Je vous donne un deuxième exemple terre à terre. Il n'y a personne en République de Guinée qui n'a pas connu feu Monseigneur Raymond Marie Chidembo, paix à son âme, et aujourd'hui il est décédé. Pendant que cette personne-là se préparait pour célébrer la messe de Noël le 24 décembre 1970, on le prend le 23 décembre 1970, on va le mettre en prison au Cambouaro. Et on le frappe à mort, il tombe dans le coma. Pendant 4 jours et 4 nuits, ce monsieur était dans le coma, au Cambouaro. Pourquoi? Parce qu'on a voulu qu'il dise ce qu'il ne veut pas dire. C'est tout. On l'a gardé là-bas pour rien du tout. Qui n'a pas intervenu? Quel est le gouvernement qui n'a pas intervenu pour qu'on lâche ce monsieur-là? Ils ont refusé. Quand il est tombé dans le coma, tous les jours que Dieu faisait, c'est que tu téléphoné au Cambouaro pour demander à Siakassi, il s'est réveillé de son coma. Quand après le 4e jour, il s'est réveillé dans son coma, à partir de ce jour-là, jusqu'au moment où il a fait ses 7 ans ou ses 8 ans de prison au Cambouaro, il a eu la porte ouverte de jour et de nuit, on ne lui a plus fermé la porte. Mais il est resté dans la prison au Cambouaro. Alors je ne vous donne que ces 2 exemples-là. Ou si vous voulez, je peux continuer. On prend un tailleur qui était là au marché du Niger. Le marché du Niger, non loin, vous tous vous connaissez le marché du Niger, c'est le grand marché de Conakry 1. Quelqu'un qui est là en train de coudre des habits, on le prend là-bas et il meurt en prison au Cambouaro. Pourquoi? Il est en train de courir. Qu'est-ce que ce dernier a à faire dans la politique? Un analphabète, il n'a jamais fait une minute dans une école primaire. Parce que quand on dit une école, on peut aller une école, une université est une école. Mais une école primaire où on apprend encore à lire l'alphabet, il n'a jamais fait l'alphabet, il ne connaît pas. Alors, je ne vous donne que ces 3 exemples. Il n'y a pas quelqu'un à qui l'on peut dire qu'il a fait telle erreur pour qu'on le mette dans une prison ou à quarantaine là-bas. À plus forte raison, une prison dans le Cambouaro, dans le bloc à Boiro. C'est seulement une prison à caractère marxisme-léninisme où il faut remplir obligatoirement une prison et dire qu'on a tel détenu parce qu'ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Voilà, c'est tout.
Moi, quand je suis entré en prison, on m'a dit comme erreur que je suis allé... Excusez-moi, bon, je vais rappeler cette personne après. Que je suis allé prendre une femme européenne, une française, l'amener à l'aviation militaire pour qu'elle aille compter les MiG là-bas. Est-ce que je suis fou, en tant que gradé, prendre une dame européenne, aller l'amener dans une aviation militaire pour qu'elle compte les MiG? Non. J'étais presque l'adjoint au chef d'état-major de l'armée. Tu ne peux pas faire comme ça. Vous avez quel grade en ce moment? Ben, écoutez, quand je rentrais en prison, le grade de capitaine était déjà signé par Sékou Touré. Donc, je suis entré et sorti de prison quand j'étais déjà capitaine. Je l'ai su comment? On a pris 2 chauffeurs. L'un s'appelait Silla Momo et le deuxième s'appelait Tamba Yapila. Ces 2 chauffeurs m'ont trouvé en prison au Camboiro. Et tous ces 2 chauffeurs sont décédés là-bas. C'est eux qui sont venus se mettre au garde-à-vous devant moi et ils m'ont dit « Bonjour mon capitaine, le décret est sorti, votre nom est là-bas et vous êtes déjà capitaine. » Alors voilà comment j'ai su que j'étais déjà capitaine. Mais je le savais avant parce que mon chef d'état-major me l'avait dit avant qu'il ne rentre en prison le 9 septembre 1973. Donc, c'est là où je savais que je devrais être capitaine. Voilà. Alors, pour répondre à votre question, c'est ça. Mais il n'y avait pas une raison fondamentale que les gens faisaient pour rentrer en prison au Cambodge. C'est pas vrai. Celui qui vous dit que les gens faisaient ceci, ils faisaient cela, c'est archi faux. Oui, mais comment ça se passait? C'est-à-dire qu'on s'élève comme ça et puis bon, on prend Excusez-moi. Ok, bye. Excusez-moi, M. Jacques Roger. Vous avez dit? Non, je vous ai dit que, bon, vous avez dit qu'il n'y avait pas une raison fondamentale. D'accord, je vous écoute, mais comment ça se faisait? C'est-à-dire, on s'élève comme ça et puis, bon, on dira Aboulaye Kodio aujourd'hui, peut-être qu'il nous emmène, alors on l'emmène au Camboiro. Comment ça se faisait? C'était pas dénoncé? Ben, écoutez, c'est pas compliqué. Écoutez, on attendait toujours qu'il y avait complot faux débat, qu'il y avait complot ceci, qu'il y avait complot cela. C'était des choses que Sékou Touré lui-même fomentait. Par exemple, on a entendu toujours qu'il y a eu un bateau ou des bateaux qui ont améri vers Dakar et on a ramassé à tel endroit des caisses de grenades ou des caisses de fusils ou des caisses de ceci ou de cela. C'est des choses que Sékou Touré montait avec ses alliés à lui. Les fusils que l'on avait toujours exposés dans les permanences ou alors au ministère de la Jeunesse, c'était à l'époque vers Corentine, là, c'est des fusils que l'on prenait au camp Albami Samori et l'on venait exposer ça là-bas, des grenades que l'on prenait au camp Samori et l'on venait exposer là-bas. On disait que l'on a ramassé des caisses par-ci ou par-là. C'est archi faux. Quand on faisait ces lettres-là, c'est les Émile Cissé qui faisait des lettres et qui disait que tel a écrit une lettre entre telle personne ou telle personne de France ou de Paris. C'est pas vrai, c'est archi faux. C'est des choses. Qui était Émile Cissé? Ah, ben écoutez, je le connais très mal, mais Émile Cissé, c'était un ancien gouverneur. C'est eux qui interrogeaient les gens avec les siaka à Cancan ou à Kindia ou à ceci ou à cela. Et lui-même, il est mort au Camboiro. Parce qu'il a eu à frapper un des protégés du Siaka, et Siaka est allé le prendre à Kindia, il l'a bien bastonné et il l'a mis en prison au Camboiro. Le temps que c'est quand il est décédé que Siaka lui-même est allé informer Sékou Touré pour lui dire que Émile Cissé est décédé au Camboiro. Mais c'était déjà trop tard. D'accord. S'il l'avait su peut-être avant, il aurait défendu. Monsieur Souma, je veux bien comprendre. Tout à l'heure, vous aviez dit que M. Sékou Touré savait qui rentrait au Camboiro et qui sortait au Camboiro. Est-ce qu'on pouvait dire que c'était toujours le cas ou bien il y avait des exceptions? Ben, écoutez, Sékou Touré avait sa liste de personnes qu'il faisait rentrer au Camboiro. Tout bien comme Siaka, qui est le directeur du bloc de Camboiro, avait aussi ces gens qu'il avait là-bas. Tout bien comme Ismaël Touré.
C'était des personnes influentes à l'époque, à cette époque-là. Et chacune de ces personnes-là avait ses gens au Camboirou. Voilà. Alors, donc, c'est-à-dire, dans votre cas, on peut dire, bon, quelqu'un peut certainement ne pas aimer votre tête et puis créer des conditions pour que vous partiez au Camboirou. Hein. Ça, c'était légion, si je comprends bien. Exactement. Ces gens-là, c'est comme cela qu'ils travaillaient. C'est comme cela. C'est comme ça. Chacune de ces personnes-là avait ces gens au Camboirou. Siaka avait ces gens à lui là-bas. Siaka avait ces gens là-bas. Sieko avait ces gens là-bas. Ismaël avait ces gens là-bas. Alors, donc, quel était un peu l'objectif réellement? C'est-à-dire, c'était de briser, d'intimider, d'humilier certainement le Guinéen, ou bien quel était l'objectif de mettre pratiquement tout le monde au Camboirou? Ben, écoutez, je ne peux pas vous dire exactement leur objectif à eux. Ça, je ne le sais pas. Je n'ai pas cherché à le savoir tellement. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que Siaka avait son équipe avec laquelle il travaillait au Camboirou, tels que les Guy Guichard, par exemple, que je connais bien. Quand je suis entré, je les ai trouvés là-bas. C'est des gens que je voyais physiquement, mais que je ne connais pas de nom. Il y en a qui étaient dedans des commissaires de police. Tout bien comme les Guy Guichala, c'était un commissaire de police. Il était chef de cabinet à cette époque-là au ministère de l'Intérieur. Et il était en même temps, si vous voulez, il se faisait passer pour un garde-corps de Sékou Touré à l'époque. Même, je ne sais pas, si est-ce que Guy Guichal lui-même, il n'avait pas ces gens là-bas, je ne sais pas. Parce que c'est des gens qui ne disaient pas la vérité. Une petite boutade, M. Souma, est-ce qu'on pouvait dire que c'était une compétition entre eux de savoir qui pouvait mettre plus de personnes au Camboirou? Une petite boutade, quoi. Une compétition entre eux, bon, je ne sais pas, je peux pas vous dire ce que je ne connais pas. Mais ce qui est certain, c'est que ces trois personnes, là, Sékou, Siaka, Ismaël, chacune de ces personnes-là avait son groupe d'hommes au Camboirou. Ça, au moins, c'est clair et net. Au moins, c'est clair et net. Par exemple, quand on prend le dernier le coup de Téli, de Gianlo Téli, ils sont rentrés en prison à 5 personnes. Il y avait Gianlo Téli, il y avait Dramé Alioune, il y avait Dramé Alioune, Barry Alpha Oumar, le capitaine Kouyaté Lamine, que tout le monde connaît, puisqu'il a été garde-corps de Sékou Touré, et le lieutenant, je crois, Gianlo Alassane, quelque chose comme ça. Ils sont rentrés à 5. Ils sont tous décédés. Pourquoi? Ils ont voulu qu'ils disent quelque chose, des choses qu'ils ont refusées. Et le docteur Barry Alpha Oumar, en quittant l'interrogatoire, a ramassé une boîte, le couvercle d'une boîte. Et comme il est docteur, il a voulu s'ouvrir la gorge pour perdre du sang et mourir. Mais malheureusement, cette boîte ne peut pas ouvrir la graisse que l'on a dans le cou. Donc il s'est blessé et le sang là est sorti entre la porte et le sol. La sentinelle a vu ce sang. Quand il a vu ce sang, il n'a pas voulu ouvrir la porte. Il est allé appeler le chef de garde qui s'appelait Fadama Condé, et Fadama Condé aussi n'a pas voulu ouvrir la porte. Il est allé appeler Siaka, et c'est Siaka qui est arrivé, qui a ouvert la porte. Il a fait mettre le docteur Barry Alpha Oumar dans une ambulance, et il leur a dit, amenez-le à Donga qu'on le soigne, et dites-leur là-bas qu'il est tombé à l'escalier et il s'est blessé. Comment une grande personne comme Barry Alpha Oumar peut tomber à l'escalier jusqu'à ce qu'il vienne se blesser sur la gorge. Alors, allez-y comprendre un peu ce que cela veut dire. Alors, donc, on va voir un peu... Ça, c'est un petit cas que je vous donne en passant.
Donc, on va voir un peu la machine, comme l'avait dit. Cette machine était donc coordonnée par M. Sékou Touré. M. Siaka, c'était son nom, c'est quoi? C'est Siaka? Mais Siaka Touré, que tout le monde connaît en Guinée, le même Siaka Touré. Siaka Touré, et puis Ismaël Touré aussi, c'est ça? Ismaël Touré, oui. Voilà, ok, d'accord. Voilà. Maintenant, parlez un peu, maintenant, vous, de votre un peu, de vos séjours un peu au camp Boiro, comment ça se passait, sans pourtant trop rentrer dans les détails. Je sais que c'est des événements assez douloureux, mais pour la nouvelle génération, pour que les gens puissent comprendre réellement ce que c'est que le camp Boiro. Bon, écoutez, j'ai été arrêté pour la première fois, moi, le 12 avril 1974. C'était un jour, ce jour-là, je n'oublierai jamais la date et l'heure même, si vous voulez. C'était un vendredi, il était 13h30 quand on me prenait chez moi à l'étage du Sandarbalia. Ce jour-là, le jeudi, ils sont allés me trouver chez moi. Ils sont allés chez moi la nuit, ils ne m'ont pas trouvé. Ils ne savaient pas où je me trouvais. Or, ce jour-là, j'ai dormi à la garde, j'étais de garde à l'aviation militaire. C'est là où j'ai dormi. Et le jeudi, là, c'est le... Hein? Ils sont allés me trouver, vous faites allusion à qui? Qui est il? Je fais allusion aux gens, aux personnes qui sont venues me prendre pour m'amener au camp Boiro. C'était des gardes et des policiers. Il y avait l'adjudant-chef, un adjudant-chef, il a été gouverneur au temps de Lansana. Bon, j'ai oublié son nom. Il n'y a pas de problème. C'était donc, disons... Bon, il y a lui et puis les hommes de garde. Ils étaient avec leur PM et puis ce monsieur-là, cet adjudant-chef-là. Ils sont venus chez moi. Le jeudi, c'était le jeudi saint. Le jeudi saint, c'est là où les catholiques se promènent dans les rues avec une croix. Non, le vendredi. Ils sont venus chez moi le vendredi saint. Le jeudi, c'est d'abord, ils ne m'ont pas trouvé parce que le jeudi, j'étais de garde à l'aviation militaire. Le vendredi, pendant que j'étais en carême, je passe au magasin trouver la bière pour mon père. Le directeur de là-bas me donne des bières en boîte, des bières importées. Le vendredi, le directeur me donne rendez-vous le samedi. Donc, je rentre chez moi pour aller me changer, passer par l'église et venir maintenant déjeuner le soir avec mon père et ma mère, avec ma famille, couper le carême. Je trouve des gens qui m'attendent pour m'amener en prison au camp Boiro. L'adjudant-chef vient me trouver. Mon lieutenant, le commandant Siaka a besoin de vous. Je lui ai dit, j'ai dit, bon, allez-y. Donc, je lui ai dit, non, nous allons ensemble. Je lui ai dit, donc, dans ce conditions-ci, je ne peux pas aller seul, c'est que vous venez donc m'arrêter. Il dit, non, vous n'êtes pas arrêté, mais on va ensemble, vous allez rencontrer le commandant Siaka. Il dit, donc, ok, allons-y. C'est ainsi donc que je me suis mis à leur disposition. Ils m'ont embarqué dans la voiture. Deux hommes de garde sont restés derrière, et moi, l'adjudant-chef et moi, plus le chauffeur, nous sommes restés devant. Je suis allé, peu d'aller voir le commandant Siaka, ils m'ont amené directement au bloc Boiro. On m'a déshabillé là-bas, on m'a donné une petite tenue de prisonnier, et l'on m'a mis dans le bloc, dans une cellule. Je suis resté 4 jours, 4 nuits, je n'ai pas mangé, je n'ai pas bu de l'eau. C'est ce que l'on appelle la diète, c'est ce qu'on appelle la diète noire. C'est à continuer. Hein? Décrivez un peu la cellule. La cellule a été comment? Qu'est-ce qu'il y avait dans la cellule? C'est une cellule restreinte, peut-être 2 mètres de large, 1,20 mètre de large, peut-être sur 2 mètres de longueur, c'est tout. On vous met dedans 3, une personne des fois, 2, 3, 4. Mais quand vous êtes en diète noire, vous êtes tout seul dedans. Beaucoup plus viennent les hommes dans le bloc, beaucoup plus il y en aura dans les cellules. Vous pouvez rester dans les cellules des fois jusqu'à 4 personnes. C'est ce qui fait que vous trouvez des fois des personnes qui sortent de là, ils ne peuvent rien faire avec leurs mains parce qu'ils restent recroquevillés en eux-mêmes.
Voilà. Et vous, qu'est-ce qui vous a sauvé, hein, vous? Ben, j'ai été sauvé, si vous voulez, la deuxième fois parce que j'ai rencontré un chef de garde là-bas, un chef de poste qui, premièrement, me connaissait et deuxièmement, c'était un gendarme. Puis, il connaissait plus ou moins ma famille. Et à chaque fois qu'il venait, donc, il laissait ouverte ma porte pendant 48 heures. Je dirais que c'est ce qui m'a un peu sauvé. Même pas un peu, mais ce qui m'a beaucoup sauvé. Et j'ai perdu, moi, la vue là-bas parce que j'ai eu de la cataracte là-bas et j'ai perdu un nerf optique. Aujourd'hui, là où je suis, je n'ai qu'un seul nerf optique qui marche sur moi. Et si je n'étais pas dans un pays comme ici, où j'ai pu bénéficier d'une aide médicale, je serais peut-être aveugle aujourd'hui. Mais grâce à Dieu et grâce aux gens qui m'ont donné cette aide médicale, aujourd'hui, avec un seul nerf optique, je peux conduire une voiture, au moins. Voilà. La deuxième arrestation a eu lieu je suis sorti pour je suis rentré la première fois le 12 avril 1974 pour sortir le 22 novembre 1975. Pendant que j'allais voir donc en juin 1976 un de mes amis à Zérékoré pour m'aider à me soigner les yeux, c'est là où ils me disent que j'ai voulu fuir de la Guinée pour aller en France et de la France peut-être rejoindre les États-Unis. Donc ils me reprennent pour me remettre une deuxième fois en prison. Et là, je suis resté du 9 juin 1976 au 22 novembre 1978. C'est là où j'ai beaucoup plus duré. Voilà les deux arrestations. Mais je vous dirais que dans ces deux moments-là, honnêtement, je suis guinéen de père, de mère, mon père, toute ma famille est guinéenne, mais ça m'a déçu de la Guinée. Et pourquoi? Si je pars aujourd'hui parce que j'ai mon frère là-bas, j'ai ma mère là-bas, j'ai mes frères, j'ai mes soeurs, j'ai mes enfants qui sont en Guinée, on me dirait de partir aujourd'hui en Guinée, ce serait avec difficulté que j'accepterais. Parce que j'ai écouté un monsieur tout de suite qui demande à tout le monde d'aimer la Guinée, de parler du bien de la Guinée. Et ça va être un peu difficile pour beaucoup de personnes qui ont vécu dans des circonstances atroces comme nous autres. C'est pas facile d'accepter. Le pardon n'est pas facile. Le pardon n'est pas facile. Mais ça va être un peu difficile pour nous en Guinée. Voilà, M. Jacques. Oui, là, justement, pour parler un peu donc, du Camboiro, certaines personnes pensent que le développement de la Guinée est pratiquement au Camboiro, hein, que c'est à cause du Camboiro que la Guinée n'a pas pu certainement connaître un peu le sort des autres pays africains. Est-ce que vous partagez un peu ce point de vue? Non, le Camboiro c'est pas le Camboiro qui fait la marche de la Guinée ou l'avancement de la Guinée ou le recul de la Guinée. Mais le fait de mettre les intellectuels, les jeunes, les étudiants, beaucoup de personnes au Camboiro, est-ce que ça n'a pas un peu tué un peu, hein? Non, mais ce qui a tué la Guinée aujourd'hui, c'est que le Sékou Touré a eu à tuer tous les intellectuels, les grands intellectuels guinéens. Les hommes qui auraient essayé, il y a eu d'abord des gens qui auraient pu diriger cette Guinée-là beaucoup plus que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. On a connu des peuples tels que les Djawandou, les Bari Djawandou, les Téli, les Bari Alpha Omar, beaucoup d'intellectuels chefs militaires tels que le colonel
chef d'état-major adjoint. Lui-même, il est mort, on l'a tué. Il est mort en prison au Gamboaro. Ok. Bon, le général Noumandian, toute cette clique-là, qui sont décédés, qu'on a tués et qui sont rentrés dans le complot faux débat, ces gens-là auraient pu diriger la Guinée mieux que ce que nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, même avec les gens qui sont chefs de parti aujourd'hui, il y a la malhonnêteté, il y a une malhonnêteté intellectuelle qui joue entre les gens aujourd'hui. Moi, j'appelle ça une malhonnêteté intellectuelle. Chacun cherche pour soi-même, il s'en fout des autres. Il y en a qui vont même mentir pour pouvoir survivre. Il y a des gens là-bas qui ne devraient pas être au pouvoir aujourd'hui. Parce que ce sont toujours les mêmes répétitions. Les mêmes répétitions, il n'y a pas de changement. La Guinée, il faut qu'il y ait un changement. Tant qu'il n'y a pas un changement radical, tant qu'il n'y a pas un changement propre, tant qu'il n'y a pas un changement sain, c'est-à-dire un changement radical. C'est-à-dire qu'il faut changer l'esprit des gens. Et comment ça doit se faire? Comment? Ben, il faut trouver quelqu'un qui puisse travailler honnêtement et politiquement. Mais quand vous dites trouver quelqu'un, ça veut dire quoi exactement trouver quelqu'un? C'est-à-dire, bon, c'est la démocratie, hein? Il y a des élections, mais quand vous dites trouver quelqu'un, c'est-à-dire, c'est-à-dire. Bon, écoutez, je ne connais pas tous les partis, je ne connais pas tous les chefs de parti en Guinée. La seule personne chef de parti que je connais en Guinée, c'est Sidia. Vous pensez que Sidia vous pensez qu'il peut faire l'affaire? Moi, je pense que Sidia peut faire l'affaire parce que lui, je l'ai connu pendant que j'étais dans mes 20 ans de vie en Côte d'Ivoire, c'est là où je l'ai connu. Je l'ai connu pendant qu'il était chef, il était directeur du cabinet de le BT, avec un BT. Ils étaient au ministère. Serigne Oliba. Serigne Oliba, merci beaucoup. Il était directeur du cabinet de Serigne Oliba. Et pendant qu'il était là-bas, tous les ans que Dieu faisait, Serigne Oliba et lui venaient ici à Washington, il faisait travail là pendant 3 mois. Donc voilà un monsieur qui a voulu travailler dans le domaine politique. Il a quitté là, il est allé de nouveau directeur de cabinet du président actuel de la Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara. Il a été encore directeur du cabinet de ce monsieur. Donc il a continué toujours dans la politique. Et quand il est venu en Guinée, le président Lansana Conté l'a pris comme premier ministre. Tout le monde a dit qu'il a fait des preuves. Il n'y avait pas de lumière à Conakry. Puis il y a eu la lumière à Conakry et il n'y avait pas de coupure de lumière dans Conakry. Puis après, tout le monde sait ce qui s'est passé. On l'a renvoyé de là parce qu'il paraît qu'il est allé mettre son doigt entre un ministre et Sékou Touré. Et Lansana Conté, excusez-moi. Alors vous voyez, tant qu'il y a des choses comme cela, entre les gens, ce n'est pas sain, ce n'est pas propre. Voilà. Monsieur Souma, vous avez dit tout à l'heure que ça sera difficile, vous personnellement, donc d'oublier, hein, mais n'empêche que le pays doit aller quand même en avant. Hein. Certaines personnes parlent un peu donc de réconciliation, parlent de pardon, parlent de vérité. Selon vous, quelle serait donc la meilleure méthode de réconcilier un tant soit peu quand même les Guinéens? Bon, écoutez, personnellement, je n'ai pas réfléchi à cela. Mais pour que l'on puisse réconcilier 2 personnes ou 10 personnes, il faut les faire asseoir. Est-ce que d'abord ce serait facile de faire asseoir ces gens-là pour une réconciliation? Est-ce qu'ils vont l'accepter entre eux-mêmes? Il y a tout ça là. On réconcilie qui est exactement? C'est-à-dire les enfants, les chefs de parti, là, il faut commencer par les chefs de parti, les réconcilier entre eux.
Parce que quand on me dit, moi, qu'il y a 80 partis en Guinée, ben, je me dis que c'est la blague. Je me dis que c'est la blague, il n'y a pas de sérieux dedans. Comment dans un pays on peut créer jusqu'à 20 partis reconnus? C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est à partir de là qu'il faut commencer d'abord à scinder. Ça doit exister, ça ne doit pas. Parce que c'est pas tout le monde qui peut se lever du jour au lendemain et dire qu'il a créé un parti. À vous entendre parler, vous n'êtes pas très optimiste pour la Guinée. À vous entendre parler. Ben, ça. M. Jacques, je ne vous le fais pas, je vous le ferai pas dire, hein, moi. D'accord, on vous comprend, hein? On vous comprend parfaitement, hein? Alors, revenons au cas, M. Sékou Touré. Est-ce que lui-même, vous l'avez fréquenté, vous l'avez pratiqué? Est-ce que vous l'avez déjà vu vous-même? Sékou Touré, je l'ai rencontré seulement quand je suis rentré en prison au Camboiro et quand je voulais me faire loger. Parce que tout se réglait chez lui et pas ailleurs. C'est lui qui était tout. Il était maçon, il était menuisier, il était président de la République, c'était ceci ou cela. Un jour, pendant que je voulais déménager dans une maison, les gens sont venus tomber sur moi, ils m'ont frappé, ils m'ont cassé la gueule et ils m'ont retiré les clés de la maison, aller donner ça à la permanence nationale. Et la permanence nationale a prévenu Sékou Touré et ce jour-là, mon chef d'état-major était de garde à la présidence. Et c'est là où il m'a fait appel en me disant « Calme-toi, demain matin, on va venir rencontrer le président de la République. » Donc nous sommes allés sur le président de la République, Sékou Touré à l'époque, et il m'a demandé qu'est-ce qui s'est passé. Je lui ai expliqué. Et il a dit, écoute, va faire ta demande et amène-moi ça demain. Tu trouveras que nous sommes en réunion du BPN, mais remets ta lettre au lieutenant Keïta. Désolé, j'ai remis la lettre au lieutenant Keïta et il a mis là-dessus que la gestion immobilière me donne une maison. Ça, c'était en quelle période? Avant d'aller au Camboiro ou bien après? C'était en quelle période? Ça, c'était bien avant que je n'aille au Camboiro. Ça, c'était bien avant que je n'aille au Camboiro. Ça, c'était, je crois, en fin 1973. Ça, c'était en 1973 exactement. En 1973. Alors, en 1973. Comment vous avez trouvé le président Sékou Touré que vous avez rencontré? Un homme charmant, hein, ou bien un homme qui intimidait? C'était ma première fois de m'asseoir avec lui pour 2 minutes. Vous étiez intimidé? Personnellement, non, je n'étais pas intimidé. Je n'étais pas intimidé puisque déjà j'avais déjà servi comme commandant de la base, d'une base aérienne pendant plusieurs années. Donc j'avais des personnes que je rencontre qui viennent, qui me disent leurs difficultés ou alors qui viennent me voir pour ceci ou pour cela. Et donc j'étais pas plus ou moins intimidé. Alors, parlons un peu encore, revenons un peu sur votre séjour au Camboiro. Est-ce que vous avez rencontré est-ce que c'était facile de rencontrer les autres prisonniers, hein? Comment ça se faisait pratiquement tous les jours? Est-ce que vous avez la possibilité de discuter, de rencontrer les autres prisonniers? Non, vous ne pouvez pas parce que chacun est enfermé dans sa cellule. Ceux qui sont avec vous, toutes ces personnes qui ont eu la chance de rester dans la même cellule, se côtoient et se voient tous les jours puisqu'ils sont dans la même cellule. Mais tout le monde est enfermé dans sa cellule. Quand vous sortez peut-être une fois ou 2 fois dans la journée, soit pour vider vos pots de chambre, et là vous êtes en colonne couvrée, chacun l'un après l'autre, vous allez vous vider vos pots, vous lavez et vous reprenez de l'eau pour vous rentrer encore dans votre cellule et on vous ferme les portes. Les portes ne sont pas fermées à l'intérieur, mais à l'extérieur. Donc, vous ne pouvez pas vous-même ouvrir votre porte. Il faut qu'on vienne vous ouvrir la porte. Donc, il n'y a pas d'attroupement. Si on vous sort, vous sortez, vous vous mettez devant votre cellule et pour peut-être, je ne sais pas moi, 1 heure de temps ou si le chef de poste est gentil, il peut vous laisser peut-être 2 heures de temps. Sinon, c'est moins d'1 heure de temps, 30 minutes, 20 minutes et puis vous rentrez. Voilà. Est-ce que vous aviez vu quand même des morts autour de vous ou bien quelquefois des morts qui passaient, qu'on faisait, c'est tellement qu'on transportait autour devant vous? Écoutez, dans ma cellule, personnellement, là où j'ai logé, il n'y a pas eu de mort pendant tout le temps que je suis rentré au Camboiro.
Mais dans les cellules à côté, il y a toujours des morts. Comment vous savez? On les prend dans l'ambulance, dans une ambulance, pas dans le corbillard, mais dans une ambulance, et on va les enterrer. Où, je ne sais pas. Comment on les enterre, je ne sais pas. Où on va les enterrer, je ne sais pas. Voilà. Alors, aujourd'hui, avec ce calcul macabre des morts, certaines personnes parlent donc des centaines de personnes, d'autres des milliers, d'autres des dizaines de milliers. Il faut certainement la réalité de tout ce que vous saviez. Bon, je n'ai pas bien compris parce que il y a eu une coupure, une baisse de tonalité. Je reprends ma question. J'ai dit aujourd'hui, beaucoup de personnes sont en train de faire au moins le calcul macabre, j'allais dire, de nombre de morts au Camboiro. Certaines personnes parlent de centaines, d'autres parlent de milliers, d'autres parlent de dizaines, donc de milliers. Selon vous, quel chiffre qui correspond donc à la réalité? Écoutez, on peut pas donner, moi je ne peux pas vous donner un chiffre exact. Oui, c'est pourquoi j'ai dit au moins à peu près, oui, à peu près. Des centaines. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a eu beaucoup de morts. Parce que même ceux qui dirigeaient le Camboiro, vous les réveillez aujourd'hui, ils ne vous donneront pas un chiffre exact. Il n'y a pas de papier. Quand vous allez là-bas à une séance d'interrogation, on vous fait dire qu'il y a un dossier. Mais en réalité, il n'y a pas de dossier. Il n'y a pas de dossier. On vous dit que vous avez un dossier jaune, ou vert, ou rouge, ou ceci ou cela, et on vous aggrave ça selon les cas. Il n'y a pas de dossier. Donc, les décédés, il y en avait beaucoup plus vers les bureaux qui sont vers les cellules qui sont vers le bureau de Siaka Touré que dans la cellule, dans le bloc. Mais au bloc, parce que dans les cellules qui sont autour de Siaka, il paraît qu'il y avait des vingtaines, 30, 40 personnes qui étaient dans les salles là-bas. Donc les gens mouraient beaucoup plus parce qu'ils étaient intoxiqués par cette chaleur, par cette odeur-là. Au bloc, il y avait beaucoup également de décédés. Parce que quand je prends par exemple un exemple, une année, ils sont allés prendre 17 personnes à Massanta, créer un cours pour ces 17 personnes-là. On les a mis dans la cellule, dans les cellules au bloc. Aucune de ces personnes-là n'est sortie. Toutes les 17 personnes-là sont décédées dedans. Tout le monde. Je connais par exemple il s'est présenté à moi, c'était le grand frère de M. Jean Paraguay. Alors. Voilà. Non, pas Jean Paraguay, oui, Jean Paraguay. Alors, il est décédé dedans. Alors, toutes ces 17 personnes-là sont décédées dedans. Alors, vous, personnellement... Il paraît que quelqu'un a écrit même aussi une lettre en disant à Sékou Touré, à cette époque-là, qu'il y a un certain Boiro qui s'entraînait au Sénégal. Toutes les personnes qui étaient au bloc à l'époque-là et qui s'appelaient Boiro, on les a liquidés tous tant qu'ils sont, on les a mis en diète noire, on les a liquidés tous tant qu'ils sont. Alors, vous pouvez pas systématiquement calculer ce nombre de personnes-là. Si celui qui vous dit même qu'il y a eu peut-être 10 000 personnes, peut-être qu'il a raison. Ou sinon, il y en a plus que ça. Il y en a plus que ça. Il y a plein de familles aujourd'hui guinéennes. Il n'y a pas je ne pense pas, moi personnellement, qu'il y ait même un village, qu'il y ait n'importe quel village, du nord au sud, de l'est à l'ouest et dans le centre de la Guinée, un village où il n'y a pas eu au moins quelques dizaines, vingtaines, trentaines de personnes qui sont décédées dans ce village. Il n'y en a pas. Tout le monde est rentré dans cette prison-là. Même les gens des plus grands aux plus petits. On prenait des gens n'importe comment et n'importe où. Merci beaucoup, Monsieur Souma. Alors, la nouvelle génération qui vous écoute, il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas en l'existence du Camboiro ou qui pensent qu'il n'y a pas eu beaucoup de mauvaises choses au Camboiro. Pour cette nouvelle génération, afin qu'ils puissent comprendre réellement ce qui s'est passé,
qu'est-ce que vous pouvez leur dire, qui vous écoutent en ce moment? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Qu'est-ce qu'ils doivent retenir? Mais je pense plutôt que ce qu'il faut leur dire, ce n'est peut-être pas à eux directement, il faut plutôt prier qu'il n'y ait plus cette répétition de prison telle que le Camboiro en République de Guinée. Moi, je pense que c'est plutôt ça. Parce que ça ne sert à rien de prendre des personnes, aller leur enlever leur âme pour rien du tout. Soit pour se protéger ou protéger son fauteuil personnellement. Je pense que ce premier régime, c'est ce qu'elle a fait. C'est ce qu'il a fait. C'est ce que ce premier régime a fait. Ils n'ont fait que se protéger et protéger leur régime. C'est tout. Il faut plutôt prier qu'il n'y ait plus cette répétition-là. Il faut refuser qu'en Guinée, il n'y ait plus ce Camboiro-là. Il n'y ait plus un deuxième Camboiro. Ça, il ne faut plus que ça existe en République de Guinée. Parce que ça ne servira à rien que de tuer les gens. Pour rien du tout. Il n'y a pas de raison fondamentale. C'est ce que Sékou Touré a fait. Et là, je pense que beaucoup de Guinéens aujourd'hui savent que Sékou Touré a eu à le dire une fois au palais du peuple. Qu'aucune personne de sa génération ne dira demain, voici la tombe de l'ancien président de la République de Guinée. Sékou Touré a fait beaucoup de tort en Guinée. Il a tué beaucoup de personnes en Guinée. Mais c'est lui qui est bienvenu et qui est bien parti. Les gens ont travaillé pour lui. Et beaucoup de personnes ont eu la chance, tels que les Siaka Touré, les Ismaël, ils ont eu la chance. Parce que si Sékou Touré à cette époque-là n'était pas mort, eux-mêmes Sékou Touré les aurait fait rentrer en prison au Camboiro. Parce que moi, je ne sais pas, j'étais en prison, j'étais en ce moment en Côte d'Ivoire, mais j'ai appris qu'au moment où Sékou Touré mourait, qu'il avait fait déjà une liste où il y avait le nom de Siaka et de Ismaël Touré. Moi, c'est en prison au Camboiro que j'ai appris que Sékou Touré n'était pas un Guinéen et que son père était venu de je ne sais où, comme un Navetana, c'est-à-dire les gens qui se promènent ou qui gardent les bœufs disons, de la Guinée en Côte d'Ivoire, de la Côte d'Ivoire au Mali, etc., etc. Donc, il était venu comme cela, comme un Navetana, et il s'est dirigé vers cette famille Touré à Farana. Quand il est arrivé là, il paraît qu'il a demandé asile à cette famille. Et cette famille, donc, à Farana, étant noble, a donné à ce monsieur une chambre, une chambrette, quelque chose comme ça. Donc, c'est là où il a logé pendant un bon temps. Puis, il paraît, il a demandé la main d'une dame qui était esclave à cette famille Touré, pour cette famille Touré. Et on lui a accordé la femme là parce qu'elle est esclave. Les Siaka, les Ismaël, les Amara, eux, c'est les nobles puisqu'ils sont de cette famille Touré. Donc, c'est les dignitaires de cette famille Touré. Et puisque ce n'est pas eux qui allaient marier cette femme-là, donc ils ont pris cette femme-là, ils l'ont donnée à ce monsieur qui a demandé la main. Donc, ces gens-là sont restés ensemble. Et c'est là où est né Sékou. Vous voulez parler donc des parents, vous voulez parler des parents de Sékou Touré, bien sûr, pas de Sékou Touré. Voilà. Exactement, c'est comme cela que j'ai appris. Donc, Sékou Touré donc est né. Et puis, à la longue, il rentre à l'école et il grandit et puis il devient président de la République. C'est la raison pour laquelle, quand il y avait des histoires entre Ismaël et lui, Ismaël disait toujours, on ne va pas régler cette affaire-là à Conakry, nous irons à Farana et là je vais te dire qui tu es. Et Sékou Touré n'allait jamais à Farana pour régler son affaire. Il cherchait toujours des gens à Conakry et il réglait l'affaire là à Conakry, il refusait de partir à Farana. Donc, il ne faudrait pas que l'on essaye
de répéter cette histoire-là en Guinée. Je le dis parce qu'il ne faut plus répéter des histoires comme cela en Guinée. Plus jamais un Parce que dictateur. ça ne va pas nous amener loin. Ça ne va pas nous amener loin. Ça ne peut que nous retarder et retarder l'avancement de la Guinée. Parce qu'aujourd'hui, la Guinée aujourd'hui... Monsieur Souma, qu'est-ce qui est beaucoup plus important aujourd'hui? La justice, la vérité ou la réconciliation? Mais il faut d'abord rétablir la vérité. La vérité. Une fois que la vérité est rétablie, chercher maintenant à réconcilier les gens. D'accord. S'il n'y a pas de vérité, il va être difficile de réconcilier les gens. C'est ça. Alors, avant cette je pense que la vérité est primaire. La vérité d'abord. La vérité. Et en seconde position maintenant, c'est de la réconciliation. Mais si vous réconciliez des gens et qu'il n'y ait pas de vérité, ça va être difficile. D'accord. Alors, avant certainement peut-être de vous laisser ou bien laisser partir, on va prendre M. Cheikh Barry, qui est donc aussi un rescapé aussi du camp Boiro. Lui, il est rentré là-bas, il était très jeune. Je crois que il était encore élève. Il est rentré au camp Boiro. Il nous a raconté un peu son histoire ici. Alors, M. Cheikh Barry, je vous permets donc de discuter un tout petit peu avec M. Souma. Bonsoir, M. Barry. Salut. Oui, bonsoir. Bonsoir, M. Souma. Oui, bonsoir, M. Barry. Ça fait plaisir de vous entendre sur cette antenne-là. Et franchement, je suis très ému et surtout très content de savoir que l'opportunité vous est offerte à vous qui avez fait le camp Boiro de vous exprimer sur cette antenne qui est vraiment très suivie. Bon, je crois que vous n'avez connu qu'un côté de la face. C'est-à-dire que vous avez simplement été jeté en prison et mis prisonnier pendant un certain temps. Mais à ce que je sache, c'est que vous ne savez pas réellement comment le tout a fonctionné. Comme vous l'avez dit, vous-même, vous ne savez pas pourquoi vous avez été arrêté et comment les choses se sont passées et qu'est-ce qui vous a maintenu là. Beaucoup de personnes se posent la même question. Bon, je voudrais simplement d'abord vous poser peut-être 2 ou 3 questions. Vous avez parlé du chef d'état-major de l'aviation qui a été arrêté en 1973. Et je crois que c'était le commandant Aboubacar Silla, non? Comment il s'appelle là? Non, Silla Ibrahima. Ah, Ibrahima, commandant Silla Ibrahima. Vous savez qu'il est mort de jet à Camboiro, au Camboiro. Oui, il est mort du jet, il est mort dans la jet noire. Voilà, il a fait 22 jours de jet. Il est mort. Vous avez parlé de Guy Richard, qui était du comité révolutionnaire. Vous avez parlé de Fadama, le tortionnaire. Et bon, vous ne savez pas pratiquement il y a eu combien de prisonniers en fait au Camboiro. À ce niveau-là, je peux simplement vous dire qu'il y avait un quota. C'est-à-dire que de 1970 à 1980, il y avait un chiffre retenu de 2000 prisonniers par prison et par jour au Camboiro et au Kankindia particulièrement. Comment vous saviez ça? Comment vous saviez ça? Ça, j'en viens, Jacques. Ça, c'est ce qui explique les listes dont vous avez tout de suite fait état là. Une liste établie par Sékou Touré, une autre liste établie par Siaka, et une dernière liste établie par Ismaël Touré. Bon. C'est-à-dire qu'ils avaient fait en sorte que dans ces prisons, qu'il y ait un chiffre constant. Et avant 1970, avant l'agression, ils n'avaient pas déterminé le nombre exact de prisonniers à maintenir dans les prisons.
Mais après l'agression du 22 novembre, ils sont rentrés en force. Ils ont appliqué les dernières formules de la dictature. Donc, c'est ce qui explique qu'ils ont ramassé toutes sortes de citoyens, de toutes catégories professionnelles. Quand vous parlez du tailleur à Madina, quand vous parlez de l'enfant de Mali Mbérin, ou quand vous parlez de Navetan et autres, ça c'est dû à cette norme-là. Il fallait maintenir en prison environ 2000 prisonniers par prison et par jour, depuis après l'agression du 22 novembre. Parce que l'objectif ici était d'intimider les populations, intimider le peuple. Donc la milice jouait un rôle qui consistait... Is it too stop the first April 96 between first and second, alright? Allô? Oui, allô, ouais, je crois qu'il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. Voilà, excusez-moi, allez-y. Hein. Alors, veuillez nous expliquer. Hein. Il y a une interférence. Voilà, allez-y. Voilà, donc, Monsieur Souma ne pouvait pas savoir exactement le nombre de prisonniers parce que, comme il a dit, ils étaient tout le temps enfermés. Moi, je n'ai fait que la toute petite partie de son emprisonnement. C'était les 3 jours de diète qui étaient appliqués à tout ce qui était jeté en prison. Ça, c'était les conditions, c'était la bienvenue. Tu fais 3 jours, 4 jours ou 5 jours de diète, et puis après, tu te retrouves devant la commission d'enquête. Donc, mais moi, je n'ai fait que les 3 jours, et puis après, bon. Mais vous pouvez, il y a une technique qui a été appliquée qui consistait à faire en sorte que ceux qui étaient relâchés, vous avez peut-être eu la chance d'être relâchés après un certain temps, puis repris et remis dedans, mais on ne vous a pas chargé de mission. Parce que la plupart des prisonniers qui quittent la prison, après un petit séjour de quelques jours, ils sont tout le temps chargés de mission. Ça, c'était notre cas, par exemple. Donc, je voulais vous demander, est-ce que vous avez eu la chance de rencontrer Lansana Conté en prison, quand il vient libérer certains prisonniers ou alors quand il vient en inspection? Le feu président Lansana Conté? Oui. Non, je ne l'ai jamais rencontré pendant que j'étais en détention au camp Boiro. Alors, pas en 74 ou 75, ni en 78. De 74 jusqu'en 78, je ne l'ai jamais vu dans les cellules en prison au camp Boiro. Donc, c'est qu'il est rentré au bloc, mais moi, il n'est pas passé par ma cellule. Et tout ce que je peux ajouter à cela, c'est sur ce que vous dites là, excusez-moi, c'est que la deuxième fois que je sortais le 22 novembre 1978, M. Siaka Touré m'a dit, commandant Siaka Touré m'a dit que Marie-Jacques Souma, tu es persévérant, mais la 3e fois que je te reprendrai, tu ne sortiras pas de cette prison, tu mourras ici. Et c'est ce jour-là donc que je lui ai dit, j'ai dit, mon commandant, je n'ai jamais rien fait pour rentrer dans cette prison, mais par la grâce de Dieu, je ne rentrerai pas ici une 3e fois. Et c'est ce qui a fait que, sorti de cette prison, je n'ai pas duré, j'ai pris la tangente et je suis allé en Côte d'Ivoire. Oui. Voilà. Dieu vous a sauvé la vie. Voilà. Moi, je peux dire que Lansana Conté, il était au Kambaro. C'était pratiquement lui qui dirigeait le contingent militaire du Kambaro après l'agression du 22 novembre. De 1970 à 1974. Parce que Lansana Conté et le capitaine Kaba Karantian Kamara et le colonel Diallo Mamadou, dont vous avez voulu mentionner le nom tout de suite et que vous avez oublié, qui était chef d'état-major de l'armée de terre, et le capitaine Tcherno. Voilà les 5 officiers qui avaient défendu le camp Samori à l'agression du 22 novembre. Mais voilà ce qui s'est passé. C'est que
Et après avoir défendu le camp, Lansana Conté a été arrêté, mais condamné à la peine de mort par sursis. Donc, condamné à diriger le camp, le contingent militaire du camp du camp Boiro. Le colonel Diallo Mamadou, comme vous le savez, lui, il a été arrêté puis fusillé. Capitaine Kaba Karantian Kamara est resté en prison de 1970 à 1977 ou 78 et il a été libéré. Le capitaine Tcherno a été fusillé. Et il y avait un autre, lui, il a été libéré. Donc, c'est comme ça que ça se passait. Autrement dit, il y avait autant de prisonniers condamnés en prison que de prisonniers condamnés par sursis et qui se promenaient. Ceux qui se promenaient sont des gens qui servaient comme gardiens de prison dans les différents camps et qui étaient chargés de mission. C'est comme ça que fonctionnait le système. Ce qui fait que la plupart, tous ceux qui ont été arrêtés, personne pratiquement ne savait pourquoi il est arrêté, et quelle est la raison fondamentale, quel est vraiment le crime qu'il a commis pour être arrêté. Mais c'était pratiquement trois frères qui se battaient pour le pouvoir. Je vous le dis parce que vous avez fait le camp, mais en fait, vous ne savez pas pourquoi, qu'est-ce qui vous a amené au camp. C'était Ismaël Touré, Siaka Touré et Sékou Touré qui se battaient pour le pouvoir. Vous l'avez tout de suite dit que Sékou Touré était l'enfant de Alpha Touré, qui était un Navetan, qui est venu s'installer à Farana dans une famille qu'il a reçue, et les autres enfants étaient les enfants dignitaires, et chaque fois qu'il y avait un problème, Ismaël Touré l'invitait à venir à Farana, mais Sékou Touré refusait toujours. Donc c'est un problème de famille, en fait. C'était des frères qui se battaient pour le pouvoir, depuis très longtemps. Mais Sékou avait besoin de cette famille pour rester au pouvoir. Ismaël Touré se battait de toutes ses forces pour éliminer Sékou Touré. Donc, chacun des trois avait une liste. Et la liste que détenait Ismaël Touré comprenait les amis de Sékou Touré. La liste que détenait Siaka Touré comprenait les amis de Ismaël Touré et de Sékou Touré. Et la liste que Sékou Touré détenait comprenait les opposants politiques. Donc chacun cherchait à battre, à détruire l'autre. C'est ce qui explique le nombre le nombre incalculable le nombre illimité de prisonniers et de morts dans les différents camps. L'histoire de Sékou Touré, c'est une histoire vraiment très drôle, très malheureusement pour la Guinée. C'est des frères qui se battaient et puis, bon, le peuple a été victime. Et beaucoup se sont retrouvés en prison sans jamais savoir la cause réelle et principale. Et beaucoup ont été impliqués dans le fonctionnement de cette machine de façon volontaire ou alors involontaire. Ceux qui volontairement servaient les frères étaient pratiquement leurs amis et leurs parents. Tout le reste qui ont servi ce système étaient obligés de le faire. Nous, par exemple, on était condamnés à la peine de mort par sursis, on était chargés de mission. Donc, mais quand tu vas au camp Boiro pour servir de gardien de prison, tu n'es jamais sûr de retourner en vie et à la maison. Donc, on était libres, mais en fait, on était des prisonniers. Donc, tous les gardiens de prison que vous avez vus au camp Boiro étaient eux-mêmes des prisonniers, mais des prisonniers condamnés par sursis. Et je peux dire une chose, c'est que les tirailleurs, par exemple, vous n'avez pas eu la chance de dénombrer le nombre de victimes de fusillés, mais les militaires, par exemple, les militaires que l'on arrêtait
dans les différents camps et qui étaient emprisonnés au camp Al-Fayha avaient pour mission de fusiller les prisonniers. Ça, ce sont les tirailleurs. Et ces tirailleurs-là n'avaient pour... ils ne pouvaient qu'exécuter 2 ou 3 missions. À chaque fois qu'un groupe est envoyé pour fusiller des prisonniers, les mêmes gens se retrouvaient un jour arrêtés, puis fusillés. C'est comme ça que ça se passait. Donc, c'est vraiment un mécanisme qui mérite d'être expliqué parce que il n'est pas connu de tout le monde. C'est-à-dire, il y a des gens qui ne connaissent pas ce qui s'est passé. Il y a un autre groupe qui a été contraint de servir le système. Il y a un 3e groupe qui a servi volontairement le système qu'on appelle les dignitaires. Donc, bon, je crois que moi, personnellement, je me retrouve dans le rang des victimes et j'ai décidé d'écrire. Je suis en train d'écrire, j'ai déjà beaucoup écrit, je n'ai pas de consultant, mais j'ai déjà écrit un documentaire qui sera suivi d'un film. Si jamais j'ai l'occasion de le publier, je le ferai. Parce que là, je crois que ça mérite que le peuple guinéen comprenne comment a fonctionné ce régime. Et pour juste soutenir ma thèse, je peux dire que il y a beaucoup d'éléments qui font qui passent inaperçus ici, mais qui méritent d'être analysés. Sékou est mort. Et la question du retour de son tombeau, de son corps en Guinée, est un problème qui n'a pas été résolu. Les gens ne savent pas si effectivement son corps est revenu en Guinée ou pas. Deuxièmement, dès que Sékou est mort, Ismaël a voulu à tout prix prendre le pouvoir. Bien que Damantan Kamara est là, président de l'Assemblée nationale, censé de remplacer Sékou Touré. Bien que Lansana Béavougui est là, Premier ministre, censé prendre le pouvoir à la place de Sékou Touré. Mais Ismaël Touré voulait à tout prix, lui qui est simplement ministre des Mines et de la Géologie, voulait à tout prix prendre le pouvoir. Et qu'est-ce qui explique donc l'arrivée de Lansana Conté au pouvoir? C'est parce que lui-même a été condamné à la peine de mort par suicide. Il sait que si Ismaël prend le pouvoir, il serait mort. Ismaël Touré a toujours voulu se débarrasser de Lansana Conté. C'est Sékou Touré qui a toujours défendu Lansana Conté. Donc Lansana Conté n'avait pas le choix. Sinon, prendre le pouvoir. Je sais que nous avons été utilisés dans l'arrestation de beaucoup d'innocents. Pratiquement, nous n'avons pas participé dans l'arrestation. Monsieur Cheikh Barry, c'est-à-dire, vous avez été utilisé. Quel était réellement votre rôle? De dénoncer les gens, aller chercher les gens pour préserver votre vie? Il y avait des catégories. Nous, on nous appelait les RV. Les RV, c'est des codes. Ça, les RV sont des jeunes, très jeunes, qui passent inaperçus, qui sont habillés en civil, qui sont pratiquement des étudiants. Ils n'ont pas d'armes, ils n'ont pas de tenue militaire, mais ils sont employés dans la milice nationale et ils sont payés, ils ont les bons d'achat dans les magasins généraux et autres comme prime. Donc on vous charge de mission, vous allez dans les différents départements où, par exemple, on a besoin d'arrêter quelqu'un qui figure sur une liste de comploteurs. Donc, on envoie un RV
donc nous les jeunes, et on te charge d'une mission, par exemple, d'aller dans la maison, se familiariser, prendre quelques objets dans la chambre de celui qu'on voudrait arrêter. Et puis après, on lui présente ces objets-là devant la commission d'enquête, juste pour l'inculper réellement. Donc tout qu'on peut, il y a différentes missions qu'on peut vous. Alors, Monsieur Chef, malheureusement, il nous reste que 9 minutes. Je crois que je vais vous avoir un autre jour pour nous parler un peu du rôle. Donc, je voulais simplement finir ce dernier point-là, comme pour dire que nous, les RV, on était supervisés par le RV supérieur. Le RV supérieur, c'était Ismaël Touré et Siaka Touré. Et après, le RV supérieur vient le responsable suprême de la révolution, qui est Sékou Touré. Donc, tout le monde est contraint d'assumer une mission, d'assumer une fonction. C'est ce qui explique que les gens rentraient à Boiro et dans les différents camps sans même savoir comment ils sont arrivés, parce qu'ils sont pris dans un engrenage total. Et chacun des RV joue un rôle, la milice joue un rôle, la gendarmerie joue un rôle, l'armée joue un rôle, et ainsi de suite. De sorte que c'est tout le peuple qui est impliqué dans le maintien de cette dictature. Que tu le veuilles ou pas, tu es contraint d'assumer, tu es contraint d'accomplir ta mission au risque de perdre ta vie. C'est ça, Jacques Roger. Je te remercie pour le temps que tu m'as accordé et puis franchement, je partage toutes mes peines avec M. Souma et j'espère que l'on aura l'occasion de se retrouver sur cette antenne et éclaircir davantage nos lecteurs. Mais d'avant, je dis, M. Souma, veuillez écrire tout ce que vous avez vécu dans ce camp pour qu'un jour on puisse témoigner. Merci, Monsieur Cheikh Barry. Merci, Monsieur Barry. Et tout le plaisir serait qu'un jour, vous et moi, on puisse se retrouver quelque part. Et nous allons coordonner cela. Merci beaucoup à Monsieur Cheikh Barry. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Et Monsieur Isaac Souma. Alors, vous avez en une petite minute, vous avez le dernier mot, Monsieur Souma. Oui, mais c'est pas Isaac, c'est Monsieur Marie-Jacques Souma. Jacques. Voilà. Alors, peut-être que je ne vais pas accepter que vous appelez aussi Jacques, peut-être c'est pour ça. Voilà, donc Marie-Jacques Souma. Oui, non. Bon, écoutez, Monsieur Jacques, il ne me reste plus qu'à vous dire merci. Et c'est toujours un plaisir de se retrouver et de connaître une personne en plus. Je ne me connais pas comme vous ne me connaissez pas, puisqu'on ne s'est jamais vu, on n'a jamais vécu ensemble. Mais je dis tout simplement que l'on se connaît, puisque vous et moi, nous sommes en train de dialoguer ensemble. C'est la raison pour laquelle je dis connaître. Mais ce n'est pas dans le vrai sens de connaître. Parce que l'on ne connaît une personne que quand on a vécu avec elle. Quand on n'a pas vécu avec une personne, on ne la connaît pas. On ne fait que donc s'entendre avec nos portables. Donc, merci à vous et merci à M. Barry et merci à toutes ces autres personnes qui sont avec nous aujourd'hui. Je sais que c'est des frères guinéens, peut-être aussi il y a des sœurs dedans, je ne sais pas. Et je ne peux que vous dire merci et merci parce que vous m'avez fait écouter une histoire qui a brûlé toute la Guinée, qui a tué, je dirais, des centaines et des centaines de personnes de Guinée. J'ai voulu tout à l'heure parler de colonel Kamandjabi. Voilà une personne qui était bien. Une personne qui était généreuse. Une personne qui savait commander. Et une personne qui s'est fait respecter dans l'armée. Kamandjabi. Kamandjabi, à son époque, était plus influent que le chef d'état-major, qui était le général Keita Nomandja.
Il était beaucoup plus connu, beaucoup plus vu dans les rangs que le général Keita Nomanja. Je vous le jure, je ne sais pas. Mais si c'était cette personne qui avait pris le commandement de la Guinée n'aurait pas vécu ce qu'elle a vécu. Parce que c'était une personne correcte. Elle était bien. Kaman Diaby. M. Barry a parlé du capitaine Tierno. C'était lui le directeur de l'école des officiers au camp Altayaya. Voilà Diallo Tierno. Voilà un homme qui était bien. C'était des personnes qui étaient bien, honnêtement. Je ne sais pas, à cette époque-là, j'étais jeune, puisque je suis entré dans l'armée quand je n'avais pas mes 21 ans au complet. Peut-être que c'est à cause de ça que j'ai accepté ces gens-là. Je n'étais pas mûr en âge. Mais pour moi, c'était des personnes qui étaient bien. C'était des personnes qui étaient bien. Quand tu prends par exemple celui qui commandait le camp, je crois que le camp Keme Bourema à l'abbé, je crois, c'était le camp Keme Bourema, je ne sais pas, j'ai oublié, le commandant Baye Cheikh Oumar. Voilà des gens qui étaient bien. Toutes ces personnes-là sont décédées comment? Pour rien du tout, pour rien du tout. Rien. C'est-à-dire que même pas pour un morceau de sucre. Le prix d'un morceau de sucre. Pour rien du tout. On les a pris pour rien du tout. Parce que c'était des personnes influentes. Ce régime-là n'a pas voulu des hommes intellectuels. À plus forte raison. Parce qu'ils auraient peur des hommes intellectuels pour ne pas qu'ils viennent prendre leur place. C'est tout. Ils ont tout fait pour liquider les intellectuels. Alors, comme ils avaient besoin d'un nombre aussi catastrophique, comme le disait tout de suite M. Barry, donc ils ont pris de n'importe qui, de n'importe quoi, et de n'importe où, dans n'importe où. Voilà. Il faut d'abord, comme je le disais tantôt, pour que la Guinée puisse aller de l'avant, il faut chercher la vérité. Introduire la vérité en Guinée. Une fois que la vérité est introduite en Guinée, chercher à réconcilier les personnes. Mais s'il n'y a pas de vérité, il est difficile de réconcilier. Alors que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Mais je vous dis honnêtement, moi, c'est ce que je pense. Ça ne va pas être facile pour nous aujourd'hui en Guinée, parce que les esprits qui sont aujourd'hui en Guinée ne sont pas bons. Les esprits, c'est les esprits qui sont... Les esprits ont été salis depuis la venue au pouvoir de Sékou Touré en Guinée. Parce qu'ils ont commencé, Sékou Touré a commencé à tuer en 1959. Ces deux personnes qu'ils ont tuées à Boulbiné, en bordure de mer.